Merci beaucoup, merci d'être venu nous voir en Tunisie. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de vous recevoir. Je voudrais aussi remercier le bureau de la société pour m'avoir proposé ce sujet. Comme c'est un sujet que je traite souvent, ça m'oblige à chaque fois de trouver une autre façon de le voir. C'est ce que m'avait dit Béchir. M'avait dit, ça va t'obliger à voir ça d'une autre façon. Et il avait absolument raison. Donc, l'asthme sévère prise en charge à l'heure de la médecine de précision, eh bien, c'est comme quand vous regardez cette photo qui est en bas de la diapositive, on a l'impression qu'il y a un gros fouillis et que tout est pareil. Eh bien, contrairement au GOLD et à la BPCO, en fait, dans l'asthme, on a vraiment une infinité de patients différents, une mosaïque de patients, et c'est vrai qu'on peut tout à fait personnaliser la prise en charge et qu'au contraire, tant qu'on ne le fera pas, on n'aura pas de bons résultats. Donc déjà, quand on parle d'asthme sévère, est-ce qu'on parle d'un asthme sévère ou de plusieurs asthmes sévères? En regardant déjà la définition, on voit qu'il y a quelque chose d'hétérogène, puisque la définition se base sur le besoin en corticoïdes, et on a déjà deux groupes. Les patients qui ont besoin de fortes doses de corticoïdes pour rester contrôlés, et puis ceux qui ne sont pas contrôlés malgré de fortes doses de corticoïdes et donc qui sont réfractaires. Donc déjà là, on est sur une hétérogénéité. Et puis on a tous les phénotypes cliniques et inflammatoires qu'on connaît, sur lesquels se greffent des comorbidités qui vont encore modifier le tableau de la personne et les facteurs déclenchants. Donc déjà là, on voit qu'il y a énormément de choses différentes. Donc, qu'est-ce que c'est une personne, si on veut personnaliser? Une personne, eh bien, il y a d'abord dans les facteurs de risque, quand on parle d'une personne asthmatique, d'une part le terrain génétique, notre machinerie intérieure, mais aussi toutes les expositions qui vont modifier cette machinerie intérieure. Et ça va aboutir à des réactions, et ces réactions, on va pouvoir les voir au niveau immunitaire, au niveau de la transcription, au niveau du métabolisme, au niveau des protéines, mais ça va donner des phénotypes d'asthme sévère qui vont être différents, avec par exemple soit des IgE élevés avec une inflammation à TH2 des éosinophiles, soit des modifications du microbiome, et on ne sait pas encore comment ça fonctionne, soit des anomalies de la réponse à la bronchodilatation, et enfin, ceux qui sont associés à l'obésité. Et puis tout ça, sur le plan clinique, sur ceux que nous voyons tous les jours, ça va donner des patients qui font soit des exacerbations fréquentes, soit des exacerbations sévères, soit une obstruction fixée, une allergie, beaucoup de symptômes, etc. Et je vous rappelle que quand on a commencé à parler de phénotype, c'était il y a longtemps, c'était à la fin des années 2000, et la première étude, c'était l'étude SARP, et ils avaient identifié 3 grands phénotypes d'asthme sévère. Le premier, c'était l'asthme dit tardif, non atopique. Ensuite, il y avait les atopiques sévères, et puis il y avait l'obstruction fixée. Et chez les enfants, on considérait qu'ils étaient tous atopiques quand ils étaient sévères, mais que c'était la précocité de l'atopie qui faisait la sévérité, et puis qu'il y en avait 2 qui ressortaient, soit à cause des comorbidités, soit à cause de l'obstruction importante, et je remercie Noza pour son superbe exposé. Et donc justement, l'obstruction fixée, c'est déjà un phénotype. Alors, en général, on considère que l'obstruction fixée, c'est souvent un homme fumeur. Il n'y a pas d'inflammation particulière, ça peut être éosinophile ou PNN. Ils sont en général maigres, ce ne sont pas des patients obèses, c'est plutôt tardif et c'est souvent une évolution longue. Et sur le plan inflammatoire, c'est probablement une question de remodelage, puisqu'il y a une augmentation de la production de TGF, le TGF qui est associé au remodelage. Et on voit qu'il y a une différence qui est statistiquement significative quand on compare l'asthme avec une réversibilité, et celui qui est irréversible, eh bien, il y a beaucoup plus de TGF quand c'est irréversible. Mais, pour compliquer les choses, en fait, quand est-ce qu'on parle de réversibilité? Et vous voyez ici que déjà l'asthme sévère et très sévère sont associés à une réversibilité moindre, puisque ici, sur l'axe des Y, c'est la réversibilité qui est marquée. Mais que quand vous regardez, eh bien, par exemple, les courbes en bleu qui représentent celles du VEMS, quand on regarde les critères de réversibilité de 2005, on n'avait déjà pas beaucoup de patients réversibles. Mais si on applique les critères de réversibilité actuels, eh bien, on n'en a plus aucun qui est réversible. Donc, est-ce que ça veut dire que tous les asthmes sévères sont des obstructions fixées?
je ne sais pas, mais changer en cours de surveillance de cohorte de critères, ça pose un souci. Donc comment est-ce qu'on peut personnaliser le traitement d'un patient? On peut déjà considérer le patient dans sa globalité, donc son âge, ses symptômes, est-ce qu'il fait des exacerbations, sa fonction, les facteurs déclenchants, les biomarqueurs, et puis de l'autre côté, utiliser les différents médicaments dont on peut bénéficier, et heureusement, ils sont plus nombreux que ceux de la BPCO. Donc, avec tous les médicaments qui sont listés là. Mais la question c'est, quand on fait ce listing, on ne tient pas compte en réalité du patient. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont ses objectifs? Surtout dans les asthmes sévères, on ne peut pas tout obtenir, c'est clair. Mais lui, qu'est-ce qu'il attend pour ne pas avoir un excès de médicaments et d'effets secondaires? Et là, je vous montre une étude qui m'a beaucoup surprise, qui est qu'est-ce qu'un patient accepterait pour ne plus tousser? Et je vous ferai remarquer qu'en général, quand nos patients viennent, on leur pose la question, surtout quand ils sont sévères, est-ce que vous avez été essoufflé, vous avez des crises? Et souvent, ils nous disent, non, mais je tousse. Et nous, on répond instinctivement, ça, c'est pas grave tant que vous n'avez pas fait de crise de dyspnée. Alors que eux, ça les gêne. Et là, quand vous regardez ici, j'espère que je ne vais pas me tromper, donc ici, l'asthme sévère, si on leur dit, on vous permet de ne plus tousser du tout, donc passer de leur toux qui les gêne à 0 toux, qu'est-ce que vous accepteriez? Eh bien, plus on s'éloigne de 1, plus c'est significatif. Vous voyez que pour 2,21, ils accepteraient d'être essoufflés. Et 4, ils accepteraient de ne pas bien dormir la nuit. Donc ça veut dire que quand on veut personnaliser le traitement des patients, il faut déjà savoir ce qu'eux, ils attendent. Bien sûr, on va prendre en charge les comorbidités et vous savez, toutes les comorbidités classiques. Celle sur laquelle je voudrais insister, c'est la respiration dysfonctionnelle. C'est les patients qui hyperventilent parce qu'ils font des crises de panique ou autres, ou bien ceux qui font une induction paradoxale des cordes vocales. Ça peut être un diagnostic différentiel, mais c'est très souvent une comorbidité associée à l'asthme. Et ça, c'est très gênant parce que ce sont des patients qui n'arrivent plus à réguler leur respiration. Et les médicaments n'y font rien. Probablement, il va falloir leur apprendre à respirer par une rééducation respiratoire, des exercices, de la relaxation. Mais sur ça, on n'a pas de données probantes. On n'a pas d'études vraiment qui disent voilà quels sont les protocoles qui sont suivis. Or, c'est un nombre important de patients. Quand on essaye de les détecter, on voit qu'il y en a beaucoup. Bien sûr, à côté, il y a les autres pathologies associées, l'intolérance aux AINS, les vascularites eosinophiles ou le bronchospasme induit par l'exercice qui, à chaque fois, nécessite une prise en charge différente. Enfin, je voudrais aussi, toujours en discutant des particularités de l'asthme sévère, il y a les moisissures. Les moisissures qui sont connues pour être associées à l'asthme sévère. On a à peu près 30% des asthmatiques sévères qui sont sensibilisés aux moisissures. Et dans ces moisissures, on peut avoir, on a tout un spectre en fait, qui part de la BPA, donc où on a les bronches qui sont colonisées par l'aspergillus ou éventuellement d'autres moisissures. Ensuite, les patients qui ne sont que sensibilisés mais qui vont avoir une imagerie normale, donc il n'y a pas vraiment de colonisation. Ensuite, il y a les bronchites pharyngiques où il y a juste une infection à soigner. Et puis enfin, ceux qui sont sensibilisés aux moisissures de l'environnement. Donc ceux-là, on ne va pas pouvoir les soigner en soignant les moisissures. Donc, et là, c'est important parce qu'il y a des algorithmes de traitement. Donc quand on est dans une ABPA, on va choisir ou une corticothérapie ou des antifungiques, et peut-être les deux. Quand c'est seulement une sensibilisation, c'est clair qu'on va mettre essentiellement des corticoïdes ou éventuellement des anti-IgE et rarement des azolés. Si c'est une bronchite, on va juste mettre des azolés. Et si c'est une sensibilisation aux moisissures de l'environnement, on va mettre des corticoïdes ou des anti-IgE. Donc ça, c'est un point important quand on sait le nombre de patients qui sont concernés. Donc, une fois arrivé là, on a pris en charge toutes les comorbidités, tous les facteurs associés. Qu'est-ce qu'il faut faire?
on se retrouve dans les recommandations du palier 5 qui sont l'évaluation par un expert. Et les experts, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire avant tout, on va monter les corticoïdes inhalés à forte dose, on peut associer d'autres médicaments, on peut associer des LAMA ou on peut associer des macrolides. Donc je vous rappelle l'algorithme, et ce qui m'a amusé en regardant cet algorithme, c'est que en fait, il tourne toujours autour du TH2. La première question, c'est, on regarde les marqueurs et on pose la question, est-ce que c'est un TH2? Ensuite, on se dit, d'accord, c'est un TH2. Est-ce que je vais mettre des anti-TH2? Et après, la question est, c'est, quel anti-TH2 je vais pouvoir mettre? Et si tout ça, j'ai malheureusement répondu non, j'ai des petites réponses à côté. Bien sûr qu'il y a des choses à faire avant. Ce sont des patients qui sont sous corticoïdes par voie générale, souvent, ou en tout cas à très forte dose de corticothérapie inhalée, donc il faut vérifier les surrénales. Il faut approfondir effectivement ce phénotypage TH2 en se disant que ces patients qui sont bombardés de corticoïdes, ça va disparaître les éosinophiles, ça va faire baisser les IgE, donc peut-être qu'effectivement c'est des TH2 cachés. Il faut ajuster les biothérapies. Et puis, alors ça c'est un point fondamental et je pense que ça c'est important, on va essayer toujours de garder la corticothérapie orale en dernier recours. Parce que si on la commence, les patients se sentent bien et après ils ne veulent plus les arrêter. Donc quels sont les moyens qu'on a? À quoi servent les différents médicaments de palier 5? Les LAMA, donc les anticholinergiques, on peut les associer, mais il faut les associer à l'association corticoïdes inhalés là-bas, en ayant monté déjà la corticothérapie inhalée. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça améliore le VEMS, pas énormément, en moyenne de 80 millilitres, mais ça dépend des patients. Ça n'améliore pas vraiment la qualité de vie, et ça réduit de façon relativement modeste les exacerbations, comme vous le voyez ici. Mais c'est quand même quelque chose qui nous permet d'avancer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, en comparant l'association corticoïdes inhalés LABA-LAMA dans l'asthme, donc la triple thérapie que vous voyez ici, effectivement, on gagne, mais pas beaucoup en exacerbation. Évidemment, vous me direz, ce ne sont pas les mêmes patients. Quand on regarde ici, c'est de se dire qu'on va mettre aussi le MART, donc le même traitement de fond et de symptômes, aussi en palier 5. Et là, bon, ça va être un petit peu compliqué dans le sens où on est censé leur mettre d'une part un produit fortement dosé et de l'autre un produit non fortement dosé pour le traitement des symptômes, mais on voit quand même qu'on a une forte diminution de l'exacerbation, avec à peu près 50% d'exacerbation en moins. Les macrolides, alors macrolides, on a toujours dit oui, dans l'asthme, les macrolides, c'est superbe, à condition d'utiliser l'effet non anti-inflammatoire, l'effet anti-inflammatoire et donc pas antibiotique. Et ça marche. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche. Pour marcher, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien dans les études, c'est-à-dire qu'on va réduire les exacerbations d'à peu près 40%, ce qui est un résultat absolument honorable, mais avec des marges qui prouvent bien que ça va dépendre des personnes. Ceci dit, contre cette histoire d'inflammation, eh bien, on s'aperçoit dans cette étude que ça ne va marcher que si notre patient a de l'hémophilus dans ses bronches. Et donc, c'est une question de microbiote. Plus il a d'hémophilus, et moins il va faire d'exacerbation sous macrolide. Là, c'est l'hémophilus, peut-être qu'il y a d'autres germes. Et peut-être que ça explique pourquoi chez nous, ça ne marche pas si bien que ça. À force d'utiliser nos antibiotiques à tire-larigot, on a probablement modifié ce qu'il y a dans les bronches de nos patients. Et il faudrait qu'on fasse une étude pour ça. Donc finalement, une fois qu'on a fait tout ce tour d'horizon, et je pense que c'est quand même déjà un tour d'horizon extrêmement optimiste, puisqu'on a beaucoup de choses à faire avant, on va s'intéresser au phénomène immunitaire dans l'asthme sévère. Donc qu'est-ce qui se passe dans un asthme sévère? Dans l'asthme en général, le problème il commence bien sûr au niveau de l'épithélium, puisque c'est ça qui est la barrière. Quand je vais avoir des choses qui rentrent en contact avec mon épithélium, ça peut être des allergènes, ça peut être des irritants, ça peut être des bactéries, des virus. Mon épithélium va s'exciter et il va produire ce qu'on appelle des alarmines, donc des cytokines qui vont faire attention, attention, il y a un souci.
Ces cytokines vont déclencher différentes cascades qui vont varier selon le type d'asthme et le type de réaction inflammatoire. Donc ça peut exciter le système éosinophile, ça peut toucher au contraire un système non Th2. Mais ça n'agit pas que sur les cellules immunitaires, puisque ça va agir aussi sur l'hématopoïèse, sur les ganglions et sur l'hyperréactivité bronchique, puisqu'on va avoir différentes cytokines qui vont agir au niveau de l'hyperréactivité bronchique et l'aggraver. Et donc, à côté de toutes les cytokines Th2 qu'on connaît très bien, et les cellules qui les concernent, donc les Th4, éventuellement les TH2, donc les CD4-TH2, on va avoir aussi les cellules immunitaires innées de type 2, mais on peut avoir aussi d'autres comme les TH17, comme l'IL17, et comme d'autres cytokines qui vont appeler, par exemple, les polynucléaires neutrophiles, qui vont produire les pièges pour les bactéries. Et ces pièges qui sont faits d'ARN et de protéines sont extrêmement toxiques pour les tissus. Et à côté de ça, on va avoir encore d'autres cytokines dont on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'elles font dans l'asthme. Mais par exemple, on peut avoir l'IL-15, l'IL-26, l'IL-23. Et vous voyez par exemple que l'IL-15, c'est vraiment très élevé dans l'asthme sévère, alors que dans l'asthme léger et modéré, c'est exactement comme les sujets sains. Donc pour le moment, vous voyez sur ce schéma beaucoup plus simple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer d'agir ici, sur les IgE, c'est les anti-IgE dont l'omalizumab. On peut essayer d'agir sur l'IL4 et IL13, donc qui vont agir au niveau de la production des IgE, mais aussi sur l'hyperréactivité bronchique, et c'est le dupilumab. On peut agir sur l'IL5 qui va appeler les éosinophiles et toutes leurs cascades, et donc on peut agir directement sur l'IL5 ou sur les récepteurs. Et puis, il y a des médicaments qui ont la prétention d'agir plus haut, et c'est les anti-TSLP, donc comme le tezepelumab, qui actuellement commence à entrer sur le marché, et d'autres qui sont encore à l'état d'hypothèse. Donc, je ne vais pas m'approfondir beaucoup, mais je vais juste d'abord réfléchir sur les biomarqueurs Th2. Est-ce que les biomarqueurs Th2, donc en gros, ce qu'on avait l'habitude de doser, c'est-à-dire les éosinophiles sanguins, la périostine, les IgE, est-ce que ce sont de bons biomarqueurs? En réalité, non. Quand on prend l'expression des gènes Th2, qu'on veut essayer de les corréler, donc on prend les cellules des sujets asthmatiques qui sont réputés Th2, qui produisent, qui expriment les gènes de l'IL4, de l'IL5, etc. À quoi est-ce que c'est corrélé? Eh bien, ça n'est corrélé, en fait, que au NO exhalé et à l'éosinophilie de l'expectoration, et pas vraiment à l'éosinophilie sanguine. Donc, sur quoi est-ce qu'on... Et certainement pas aux IgE qui sont dans le sang. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on réfléchit biomarqueurs, eh bien peut-être qu'en fait on ne réfléchit pas aux bons biomarqueurs. Pour le moment, les seuls bons biomarqueurs qui sont corrélés à la clinique, au phénomène inflammatoire et surtout aux gènes qui sont exprimés, eh bien c'est le NO au niveau de l'air exhalé et puis les éosinophiles. Et de là, il y a un certain intérêt, puisque finalement, on avait vu qu'ajuster les corticoïdes sur l'éosinophilie dans l'expectoration, ça marche, et que le dupilumab, qui est l'anti-IL4, eh bien, ça marche probablement parce que l'IL13, ça agit sur la production de NO et ça bloque la production de NO. Donc, le FeNO, ça pourrait être un bon marqueur, par exemple, pour l'utilisation des anti-IL4, puisqu'on voit ici que quand j'ai de FeNO élevé, je vais baisser le risque d'exacerbation, alors que si j'ai un FeNO qui est bas, eh bien, je ne vais pas changer le risque d'exacerbation. Tout ça pour dire que si je personnalise avec les biothérapies, ce n'est pas si simple. Vous voyez ici, dans ce tableau, la réduction de la fréquence des exacerbations par les biothérapies. Eh bien, vous voyez que c'est partout à peu près la même chose. Que je mette des anti-IgE, que je switch anti-IgE vers anti-IL5, que je me base sur le VMS élevé ou le VMS bas, que ce soit un fumeur ou pas un fumeur, eh bien, grossièrement, dans tous les cas, j'ai à peu près une réduction de 50%.
Donc ça veut dire que pour le moment, on ne sait pas encore vraiment comment ajuster ces biothérapies, même s'il y a pour le moment des recommandations qui tentent de le faire. Alors, juste pour vous parler des deux dernières, biothérapies qui sont recommandées, et je vous rappelle que le dupilumab, qui est un anti-IL4, est proposé quand même dans les non-TH2 par le GINA, eh bien, le dupilumab, qui diminue, comme on l'a vu tout à l'heure, le risque d'exacerbation sévère, il a un souci, c'est que il faut l'utiliser quand les éosinophiles sont élevés, mais pas trop, parce que un de ses effets secondaires, c'est l'hyperéosinophilie sanguine, et ça peut faire monter les éosinophiles jusqu'à 3000. Alors, je veux bien que dans les études, ça n'ait pas montré d'effet délétère. Je ne sais pas si à long terme, avoir 3000 éosinophiles dans le sang, c'est si bon que ça quand ça circule dans les tissus. Et en même temps, quand on n'a pas d'éosinophiles, eh bien, le dupilumab, il ne marche pas. Les anti-TSLP, donc la TSLP, on a dit c'est une alarmine, ça marche tout au-dessus, ça agit sur tout, ça va tout bloquer. Eh bien, malheureusement, non. Ça marche, c'est vrai que ça marche même quand dans les asthmes non TH2B, beaucoup moins. Quand on a beaucoup d'éosinophiles, on va avoir une nette réduction des exacerbations. Quand on n'a pas d'éosinophiles, eh bien la TSLP, elle marche, mais elle ne marche pas de façon extraordinaire. Et vous voyez que ce sont ces flèches-là qui sont positives, mais pas comparables à ces flèches-ci. Donc pour le choix des biothérapies, je vous propose les recommandations de l'EACI, qui est assez intéressant dans le sens où elle essaye de nous marquer quels sont les phénotypes auxquels on va s'intéresser en fonction des biothérapies, et aussi qu'est-ce qu'on peut attendre de ces biothérapies. Donc par exemple, pour l'anti-IL5 qui est destiné à l'asthme sévère éosinophile avec polypose nasale, eh bien l'objectif, ça va être d'arranger les exacerbations et peut-être la qualité de vie, le contrôle et les EFR. Pour les IgE qui sont destinés à l'asthme, les anti-IgE allergiques modérés à sévères, eh bien ça va agir probablement un peu sur tout. Si on prend le dupilumab, eh bien il sera surtout destiné à l'asthme atopique sévère. Donc vous voyez que ça c'est intéressant parce que ça nous donne des voies de réflexion clinique qui sont finalement celles dont on a besoin quand on soigne un patient. Pour terminer, je voudrais parler un petit peu des asthmes à polynucléaires neutrophiles, sachant que c'est quand même une façon de dire qui est un peu excessive puisqu'on a tous beaucoup de polynucléaires dans l'expectoration, beaucoup plus de polynucléaires que n'importe quoi, et que les asthmes à PNN, ce sont surtout les asthmes où il n'y a pas beaucoup d'éosinophiles. Alors les PNN, on en a beaucoup par exemple chez le sujet âgé. Et ils sont associés à une perte de contrôle, à des hospitalisations et à une baisse de la fonction respiratoire. Et vous voyez ici que chez les sujets âgés, on va avoir beaucoup de polynucléaires neutrophiles quand il est asthmatique, contrairement à l'asthme chez le sujet jeune ou chez le sujet âgé qui est témoin. Et on va avoir aussi beaucoup d'éosinophiles. Donc, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir agir? L'ACT, il va être plus bas quand on a beaucoup d'interleukine 6 et quand on a beaucoup d'hospitalisation, quand on a beaucoup de polynucléaires neutrophiles. Donc, visiblement, chez le sujet âgé, les polynucléaires neutrophiles sont un problème. Et chez les enfants? Eh bien, chez les enfants aussi, il y a beaucoup de polynucléaires neutrophiles, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais ils ne sont pas accessibles. On ne les trouve pas dans l'expectoration, on ne les trouve pas dans le lavage, mais on les trouve dans l'épithélium bronchique. Comme vous voyez ici, eh bien, on va avoir des polynucléaires ici qui sont dans l'épithélium bronchique et qui vont... vous voyez ici la différence entre l'asthme sévère de l'enfant et les témoins, où là, on a vraiment beaucoup de PNN, alors qu'on n'en a pas de façon claire dans le lavage, par exemple. Et ça va être corrélé, et là c'est surprenant, plus on a de polynucléaires dans l'épithélium, et plus on a de réversibilité bronchique. Donc là aussi, c'est quelque chose d'assez surprenant. Donc on voit que le polynucléaire, eh bien, comme toutes les cellules, ça doit être une cellule qui agit de deux façons différentes, en fonction de tout le contexte, en fonction de l'âge et de tout l'environnement qu'on a, et sur lesquels on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Parce que je vous rappelle
que les médicaments qui marchent le mieux sur les PNN, c'est quand même les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui n'ont aucun impact positif dans l'asthme. Donc pour conclure, et j'espère que je vous ai démontré qu'on pouvait effectivement personnaliser le traitement chez nos patients asthmatiques, il faut évaluer et évoluer avec le patient. C'est-à-dire qu'on va lui mettre des objectifs en fonction de ce qu'il attend et on va évaluer le fait qu'il ait répondu ou pas à ces objectifs avec lui, en tenant compte de tout ce qui fait de lui ce qu'il est, en adaptant le plan d'action écrit, en choisissant avec lui les outils et donc parmi eux les médicaments qui lui conviennent le mieux. Et si on fait tout ça, eh bien, il peut tout à fait être content de nous remercier et nous souhaiter de joyeuses fêtes. Merci. Merci Madame Hamzaoui pour cet excellent exposé qui va susciter plusieurs questions, je pense, dans l'audience. Merci Madame Hamzaoui. Moi, je voulais poser la question par rapport aux choix thérapeutiques qui sont faits par le ACI. Comment ils distinguent les indications de Benra, Mepo et Reslizumab? Est-ce que c'est parce que le labo a prouvé l'efficacité ou est-ce qu'il y a des différences entre les différents médicaments? En fait, ça va dépendre des études post-hoc, et en général, où ils prennent les différents sous-types et voir quand est-ce que ça a marché, ou bien les études qui montrent que dans certaines comorbidités, ça marche. Par exemple, pour l'anti-IL-5, eh bien, quand il y a une polypose, elle répond très bien à l'anti-IL-5. Donc, du coup, on se dit ça vaut la peine de traiter ces patients. Pour les anti-L4, c'est parce que ça marche bien dans l'asthme atopique. Les dermatites atopiques répondent extrêmement bien au dupilumab. Donc, du coup, ça vaut la peine de se dire on va travailler sur les asthmes atopiques. Donc, c'est plutôt sur cette façon de raisonner que le ACI a proposé ces guidelines. Et ils ont proposé aussi tout un algorithme sur comment il faut faire quand ça ne marche pas. On finira peut-être par les avoir. Quand il y aura des biosimilaires, c'est possible qu'on les ait. Juste une remarque, Madame Hamzaoui. Est-ce que d'emblée, devant tout asthme sévère, il vaut mieux demander le NO, le dosage IgGE, les ionophiles, avant en fait de personnaliser en fait notre prise en charge, avant d'entamer le traitement qui est le plus adapté à notre patient? Puis on va au cas par cas choisir quelle molécule on va utiliser. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait le faire en parallèle, parce que c'est quand même important de savoir quel est le profil de ton patient. Est-ce que c'est effectivement quelqu'un qui a un terrain plutôt atopique, auquel cas tu vas plutôt pousser pour voir ce qui se passe dans son environnement. S'il a beaucoup d'IgE au-delà de 1000, tu vas vérifier qu'il n'y a pas d'ABPA, qu'il n'y a pas de moisissure dans l'air, etc. Qu'on n'a pas, si on a 1500 ou 2000 éosinophiles, te poser la question par rapport aux ANCA, par exemple. Donc, il me semble que c'est intéressant de faire en parallèle et la clinique et les biomarqueurs simples. Après pour pousser, effectivement, il faut avoir l'idée de mettre une biothérapie. Mais déjà, avoir un profil complet du patient, je pense que c'est important.